18h16, de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. La France a donc un gouvernement démissionnaire depuis hier soir. Les ministres sont désormais chargés d'expédier les affaires courantes. Combien de temps cela peut-il durer? Gabriel Attal reste flou, mais ça va durer. C'est le président de la République qui nommera, le moment venu, un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. Il l'a indiqué dans le communiqué de presse. Il souhaite que les forces politiques puissent travailler. Il nous a dit ce matin que ça pourrait durer quelques semaines. On a déjà eu par le passé des situations où ça a duré plusieurs jours. Passé plus lointain, plusieurs semaines, c'est déjà arrivé. Geoffroy Lejeune, combien de temps est-ce que cette situation peut tenir? Combien de temps est-ce qu'on peut avoir un gouvernement démissionnaire? Sur le plan administratif, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une impossibilité de tenir longtemps. Maintenant, il y a des ministres qui sont députés qui vont devoir siéger. Il y a des décisions à prendre, surtout pour le pays. C'est deux choses différentes. Si la question elle est purement technique, je pense que ça peut durer assez longtemps, tout l'été sans aucun problème, avec cette petite différence quand même que certains ministres sont aussi députés, ils ont été réélus ou élus, et donc ils vont devoir siéger à l'Assemblée, ils ne peuvent pas faire les deux à la fois. Et ensuite, sur le plan politique, là, on est en train de basculer dans quelque chose qu'on ne connaît pas en réalité, contrairement à ce que dit Gabriel Attal quand il dit c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé pour des raisons techniques, mais on savait ce qui allait arriver après, on savait quelle majorité serait issue des urnes, on savait quelle direction prendrait le pays, on savait ce pourquoi les Français avaient voté. Tout ça, aujourd'hui, on ne le sait pas. Donc on ne sait pas du tout quelle sera la coalition qui va sortir de cette Assemblée nationale. On ne sait pas si le gouvernement penchera à gauche, à droite, restera là où il était auparavant. On ne sait pas pourquoi faire, on ne sait même pas quel est vraiment le mandat de cette Assemblée, donc le mandat du futur gouvernement. Et là, pour le coup, je trouve que la période d'incertitude et la période de flottement du moment, alors qu'on a l'incertitude derrière, elle peut être très néfaste. Bernard Cohen-Haddad, cette situation, elle porte forcément préjudice à la France, parce que tant qu'il y a un gouvernement démissionnaire, on ne peut prendre aucune décision importante, on ne peut évidemment pas réformer un pays qui en a pourtant bien besoin, donc c'est une situation qui ne peut être que très temporaire. Comme l'a dit Geoffroy Lejeune, de toute façon, sous la Ve République, ça n'a jamais duré des mois, ça pourrait durer quelques jours, mais j'arrête de mettre des mois, parce que tout simplement, il y avait une perspective d'une autre majorité. Mais là, c'est ce qui semble envisagé et c'est ce qui est inquiétant. Oui, en tout cas, il ne faut pas l'envisager parce que ce n'est pas, me semble-t-il, ce qu'attendent les Français, les entrepreneurs. On a besoin de reprendre une activité économique stabilisée et non pas du stop and go. On n'a pas besoin aussi d'avoir cette épée de Damoclès avec une politique de taxation des dividendes, de taxation des entreprises, de suppression des avantages sur l'assurance vie, je vous en passe, et des meilleurs, la retraite ceci, l'augmentation du SMIC, des rêves, comment dirais-je, lyriques d'une gauche d'un temps passé. Tout cela n'est pas acceptable. On a besoin de répondre aux préoccupations des Français, c'est-à-dire l'immigration, le pouvoir d'achat, la sécurité, toutes les réalité sur les services publics, le logement, c'est ça aujourd'hui. On va pas dette. La dette, bien entendu. Il y a, mais ça les spécialistes le diront, le projet de budget 2025. Et puis il y a une réalité de répondre tout simplement aux préoccupations des entreprises au quotidien, en matière d'emploi, en matière de sécurité, en matière aussi d'investissement. Alors à gauche, la situation s'envenime de jour en jour. Les négociations pour tenter de trouver et de se mettre d'accord sur le nom d'un éventuel Premier ministre sont rompues. Les coups entre la France insoumise et le Parti socialiste sont désormais portés par médias interposés. Marine Tondelier ne cache plus son exaspération. Je suis écœurée, j'en ai marre. Je suis fatiguée parce que ça fait quand même 6 semaines qu'on y est. Et je suis désolée du spectacle qu'on donne aux Françaises et aux Français, et en particulier à celles et ceux qui nous ont élus. Donc je pense qu'il faut dire maintenant les choses. Il faut dire que les communistes et les écologistes, depuis notre victoire, parce que oui, nous avons gagné, que personne ne s'y attendait, que nous l'avons fait, que nous en étions extrêmement émus, nous et tous nos électeurs. On a suscité beaucoup d'espoir. Cet espoir s'est transformé en colère. Notre joie s'est transformée en honte. Moi, je suis comme les Français, je suis comme nos électeurs. Les écologistes sont comme vous. Ils regardent ce truc et ils disent « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et on passe des heures et des heures à essayer de trouver des solutions. Là, il n'y a plus de table de négociation, il faut le dire. Voilà, Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, qui se dit écœurée, Nathan Devers. C'est vrai que ce sont des mots forts dans la bouche d'une responsable politique qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, surtout qu'elle parle de ceux qui sont censés être ses alliés. Oui, il est vrai. Et d'ailleurs, il n'est pas exclu, à mon avis, que le fait que Marine Tondelier ait émergé depuis quelques semaines comme la figure à gauche est dû à la sincérité de ses prises de parole. Elle l'avait fait aussi pendant l'entre-deux-tours, au moment des désistements. Et elle parle presque avec, pas seulement en tant que femme politique, mais en tant presque que citoyenne, et en se mettant à la place des électeurs. Et il est vrai que, du point de vue des personnalités politiques de gauche, ils ne peuvent être qu'écœurés. Le lendemain du second tour des élections législatives,
la bourse de Paris a baissé très très légèrement. Vous vous doutez bien que si la gauche avait eu une véritable victoire, avec une perspective de gouverner et de mettre en place leur programme, quel qu'il soit, la bourse de Paris aurait vraiment baissé. Elle n'aurait pas été dans cette situation. C'est-à-dire que tout le monde a bien compris qu'en l'état actuel des choses, aucune force politique, quelle qu'elle soit, ni les macronistes, ni la gauche, ni le Rassemblement national, ne pourra vraiment mettre en œuvre son programme. Donc à partir de là, l'écœurement de Marine Tondelier et des autres vient du fait qu'ils sont en train de se disputer. Si vous voulez, on est dans Baron Noir, comme vous l'aviez dit une fois, mais on est dans Baron Noir sans les idéaux. Baron Noir montre des magouilles perpétuelles, mais pour ensuite essayer de créer l'union de la gauche, une politique de l'école, enfin des choses comme ça. Là, c'est juste la machine de Baron Noir, mais qui tourne en quelque sorte à vide. Donc c'est normal qu'elle soit écœurée et que les électeurs aussi le soient d'ailleurs. On va parler à présent de cette coalition qui permettra peut-être d'envoyer un Premier ministre à Matignon. Gabriel Attal, qui va présider le groupe Ensemble, le groupe des macronistes à l'Assemblée nationale, souhaite dépasser les clivages. C'est ce qu'il a dit, on l'écoute. Moi, je souhaite qu'on puisse travailler avec des personnes issues de la droite républicaine, avec des personnes issues de la gauche social-démocrate. Vous savez, les Français, quand l'essentiel est en jeu, ils dépassent les clivages. On l'a vu au moment de cette élection, on l'a vu dans leur vote. Ce qu'ils ont fait dans leur vote, on doit le faire au Parlement. Bernard Cohen-Haddad, à quoi est-ce qu'elle peut ressembler, cette coalition, selon vous ? Écoutez, moi j'attends demain. Moi je suis un patron, hein, donc j'essaie d'avoir les pieds sur terre, Johan. J'attends de voir qui sera élu président ou présidente de l'Assemblée nationale demain. Et en fonction de ça, vous le savez mieux quiconque, c'est vous les analystes politiques, on pourra voir quelle majorité pourra être dégagée. Ce qu'on a bien vu, c'est que le coup de bluff et la zizanie de NFP n'a pas fait long feu. Donc pour nous, c'est quand même exceptionnel. On est un peu rassurés. On a bien vu que cette réelle politique à travers les médias où on s'envoie des noms d'orfraie, c'est quand même exceptionnel. D'habitude, quand on négocie pour réussir, on essaie de le faire en se gardant des antipathies. Et puis on verra bien effectivement demain ou après-demain avec qui le gouvernement pourra compter. Nous, ce qu'on attend, c'est une politique stable, une politique de reprise de l'offre, avec, je vous le redis, une dynamique économique et non pas une épée de Damoclès sur l'ensemble des investissements et l'image que l'on donne aux investisseurs en France. Néanmoins, Georges Fenech, on voit bien que les choses sont en train de se dessiner un peu plus. On voit bien que cette coalition qui irait du Parti socialiste aux Républicains en passant par les macronistes, elle est appelée de ses voeux par le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal, mais on sent que ça bouge aussi un petit peu du côté des Républicains. Oui, moi je dirais que la France ne peut pas suspendre comme ça le temps et son vol. Elle ne peut pas rester en suspension. Les problèmes qu'a évoqués tout à l'heure Haddad sont réels. Il y a une urgence économique, sécuritaire, migratoire. Enfin, donc, il faudra, après l'élection président ou présidente de l'Assemblée nationale... Qui aura lieu demain. Immédiatement. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne sais pas si ça sera le cas, mais on peut très bien scinder la question en deux temps. Parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui sont là. Hein. Premier temps, ce serait de nommer un Premier ministre. Déjà, ça rassurerait beaucoup. Il n'est pas obligé de nommer un Premier ministre et, dans les 24 heures ou 48 heures, tout un gouvernement qui va être compliqué à composer compte tenu de l'éclatement de l'Assemblée nationale. Donc on peut imaginer effectivement qu'on trouve cette personnalité rare, mais il en existe, qui soit rassembleuse, qui soit à la fois rassurante pour, disons, des sociodémocrates et acceptable aussi jusqu'aux Républicains sur un programme qui a d'ores et déjà été mis sur la table par Laurent Wauquiez. Ça interviendrait selon vous dans le courant du mois de septembre? Ah non, à mon avis, il ne faut pas laisser comme ça les choses. C'est inquiétant de ne pas avoir quelqu'un à l'hôtel Matignon. Est-ce qu'on peut imaginer un changement à Matignon pendant les Jeux Olympiques? Oui, moi je crois qu'on peut imaginer dès l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale, c'est mon avis, je peux me tromper, on peut imaginer la désignation d'un Premier ministre et lui laisser le temps, effectivement, tout l'été, de composer un gouvernement et de présenter une plateforme. Ça n'est pas ce qu'a dit Gabriel Attal, qui semblait dire qu'il allait rester à Matignon encore plusieurs semaines. Oui, mais ça, c'est ce que dit Attal. Mais c'est bon. C'est possible. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Mais je crois que ça rassurerait un peu déjà tous les acteurs économiques de savoir qu'il y a un pilote à l'hôtel Matignon qui est en train
de réfléchir à la composition d'un gouvernement et une plateforme législative. Ça peut se faire éventuellement en 2 temps. Geoffroy Lejeune. Je pense que Georges va être très déçu parce que quand on saura le nom du Premier ministre, je rappelle que Laurence Toubiana se fait vilipender par la gauche parce qu'elle serait prétendument trop macroniste alors qu'elle vient quand même de la gauche et qu'elle a refusé d'être Premier ministre de Macron. Donc trouver un nom, ça va être très compliqué. Et moi ensuite, je ne crois pas vraiment à cette coalition pour 2 raisons. Je ne sais pas sur quel projet de loi des socialistes et des républicains peuvent aujourd'hui s'entendre sous la houlette des élus du bloc central. C'est la première chose. Je ne vois pas sur quel sujet ils sont d'accord sur les solutions à apporter. Est-ce que c'est l'école? Non. L'insécurité non plus. Sur l'immigration, pas du tout. Sur l'économie, non. Enfin, je ne vois pas tellement dans quel domaine ils peuvent se mettre d'accord pour une coalition. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une seule certitude politiquement aujourd'hui, c'est qu'en 2027, Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Donc, vous avez beaucoup de monde aujourd'hui qui se dit on va attendre 3 ans, on ne va pas monter dans le radeau de la Méduse, on va refaire nos forces dans l'opposition et se préparer à gouverner parce que tout à l'heure, Nathan parlait de la frustration des électeurs de gauche. Elle est évidente, mais les électeurs d'Emmanuel Macron sont frustrés eux aussi parce qu'ils viennent de perdre le pouvoir et les électeurs du Rassemblement national sont très frustrés parce qu'ils ont cru qu'ils allaient y aller et ils n'y sont pas. Donc vous avez à la fin une addition de frustration. Il y a presque 100% des électeurs aujourd'hui français qui sont frustrés. Je ne vois pas tellement qu'est-ce qui pourrait ressortir de bon de tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On va écouter à présent Aurélien Pradié. Aurélien Pradié, ancien membre des Républicains. Il répondait en quelque sorte à Gabriel Attal. Lui aussi est favorable à cette grande coalition. Une fois que la gauche républicaine se sera séparée du poison qu'est Jean-Luc Mélenchon, une fois que la droite républicaine aura fait ce qu'elle a fait, c'est-à-dire ne jamais basculer du côté du Rassemblement national, il va falloir, comme à l'après-guerre, que des femmes et des hommes différents se mettent autour de la table et pendant quelques années rebâtissent le pays. Ça ne veut pas dire qu'on devient les mêmes, mais ça veut dire qu'il faut désormais un gouvernement qui soit capable de rebâtir ce pays avec nos différences. Nathan Devers, d'abord, est-ce que le Parti socialiste peut rompre durant l'été, par exemple, avec la France insoumise, comme le souhaite Aurélien Pradié? Alors, techniquement, c'est pas sûr, parce qu'ils ont dépendu de la France insoumise pour avoir leur siège, et que s'il y avait une dissolution, par exemple, dans 1 an, on peut tout à fait imaginer qu'ils se retrouvent dans la même situation. Mais pour ma part, vous me posez la question, je pense que l'intransigeance qu'on a vis-à-vis des Républicains, et qu'on a raison d'avoir, on doit l'avoir de tous les côtés. Et qu'en l'occurrence, quand il y a des comportements, la déclaration homophobe de Mme Chikirou, l'absence de démocratie interne, la remise en question du fait que les élections les élections européennes se sont passées de manière légitime avec des fake news sur les personnes radiées des listes électorales, la phraséologie antisémite. Quand on voit des individus avoir ces comportements, alors c'est pas la même problématique que le RN, il n'y a pas de généalogie politique, mais là c'est des comportements qui sont inacceptables et qui sont anti-républicains. Il est vrai que brader tout ça pour un plat de lentilles est problématique. Et je vous ferai remarquer, pour moi, c'est une grande leçon des législatives. Ce que vous dites, en fait, ils l'ont fait une fois, donc ils ne vont pas se détacher de la France insoumise maintenant. Ils ne prendront pas le risque de ne pas être réélus s'il y avait une je ne suis pas devin, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut tous constater, c'est que les personnes à gauche qui ont eu le courage, lors de cette dissolution, de dire non, je vais y aller seul. Monsieur Gage, les gens qui l'ont fait malgré eux, parce qu'ils étaient purgés, ils ont globalement tous été élus, à une exception près, je crois. Donc il y a eu aussi quelque chose qui s'est joué du côté de l'électorat de gauche, qui a été de dire, ces comportements, nous ne les tolérons pas, et les individus qui ont eu ce courage, eh bien, nous avons envie de les voir députés. Ça, je pense que c'est une leçon très importante. 18h30 sur CNews et sur Europe 1, on poursuit le débat dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Adrien Fontenot. Bonsoir Johan. Près de 4000 personnes jugées potentiellement dangereuses pour la sécurité des Jeux Olympiques ont été écartées, annonce Gérald Darmanin. Dans le détail, 131 personnes fichées S, 18 fichées pour radicalisation islamiste, 167 appartenant à l'ultra-gauche et 80 à l'ultra-droite se sont vus refuser leur accréditation, a précisé le ministre de l'Intérieur. Promesse tenue pour Anne Hidalgo, la maire de Paris s'est baignée dans la Seine à 9 jours des JO. Une baignade sur 100 mètres en compagnie du président du comité d'organisation, Tony Estanguet. Anne Hidalgo qui parle d'un jour de rêve plus de 100 ans après l'arrêté préfectoral qui avait interdit la baignade dans le fleuve. Et puis la Grèce continue de suffoquer, 10e jour consécutif où le mercure dépasse les 40 degrés. Une vague de chaleur qui pousse les autorités à fermer l'acropole d'Athènes, site le plus visité du pays aux heures les plus chaudes. Avec un risque d'incendie élevé, le pic de cette canicule devrait se poursuivre jusqu'à demain. Georges Fenech, vous qui avez du flair politique, comme on dit, est-ce que vous voyez le Parti socialiste rompre avec la France insoumise pour entrer dans ce genre de coalition? Voilà. Vous m'en demandez beaucoup, là, franchement.
Je le souhaite. En tant qu'observateur de la vie politique, en tant que citoyen, j'ai toujours pensé que le Parti socialiste n'avait pas à frayer un chemin avec LFI. Ils l'ont fait pour des raisons électorales, on a bien compris. Ça a éclaté, la NUPES a éclaté, on l'a vu. Ça s'est reconstitué en 3 jours, on l'a vu. Et aujourd'hui, ça implose à nouveau. Ils n'ont rien à faire, voyez-vous. Donc, je ne pense pas, mon cher Nathan, qu'ils réfléchissent déjà, dans un an, il faut que je sauve mon siège. Moi, je veux croire quand même à une certaine honnêteté politique. Voilà. Et ne pas réfléchir uniquement pour sauver son gyrophare ou ses indemnités ou quoi que ce soit. Il y a un moment où il y a une responsabilité à prendre. La responsabilité, me semble-t-il, des socialistes aujourd'hui, c'est effectivement de clarifier leur positionnement et de ne plus cautionner par leur présence, en quelque sorte, tous les débordements inacceptables allant jusqu'à frayer avec l'antisémitisme d'LFI. À partir de là, on aura une situation beaucoup plus claire et peut-être, et nous pouvons l'espérer, alors la possibilité de ce qu'on appelle une coalition, ou en tout cas une cohabitation, qui irait effectivement des sociodémocrates jusqu'au LR. Geoffroy Lejeune. Alors déjà, des sociodémocrates, il n'y en a plus beaucoup à l'Assemblée nationale, où ils sont tous chez Emmanuel Macron déjà, donc on ne peut pas les compter comme des renforts potentiels pour cette... Le macronisme n'existe plus, c'est fini. Oui, mais il a quand même des élus encore. En tout cas, il a une aile gauche social-démocrate au sein de la Macronie, au sein des députés d'Emmanuel Macron. Ensuite, moi, j'ai tendance à penser qu'il n'y aura pas de rupture entre le PS et la France Insoumise. Je peux me tromper, mais on a déjà vu en fait cette situation entre 2022 et 2024 se produire. C'est-à-dire qu'ils ont été élus ensemble et la France Insoumise a fourni absolument toutes les raisons de se séparer. Et ils l'ont fait mollement en réalité. Il y a eu des petites condamnations par-ci par-là pour faire plaisir aux médias, etc. Mais en effet, Georges le disait, à l'occasion, à la seconde où ils ont eu besoin de la France Insoumise, ils se sont ralliés avec eux et ils sont quand même passés. Enfin, je rappelle toujours les mêmes éléments, mais la campagne des Européennes a été une campagne d'une violence rarissime de la part de la France Insoumise, qui n'a parlé d'ailleurs que de Palestine, que de Gaza. Bon, ils avaient quand même beaucoup d'occasions. Ils ont quand même leur candidat, leur tête de liste, Raphaël Glucksmann. Certes, il n'est pas socialiste, mais bon, c'était quand même leur candidat qui s'est fait traiter de sale juif et qui s'est fait taguer ses affiches avec des croix gammées. Ça n'a pas empêché Olivier Faure, sans demander leur avis à personne, d'aller négocier dans la soirée de la dissolution. Donc pour toutes ces raisons-là, si vous voulez, quand ils savent où est leur intérêt, et leur intérêt électoral notamment, ils savent très bien choisir la meilleure place pour eux. Il y a un nom qui circule beaucoup en ce moment, c'est celui de Xavier Bertrand, qui pourrait prendre le poste de Premier ministre. Tout cela est évidemment très hypothétique en cas de grande coalition. Bernard Cohen-Haddad, est-ce que ce nom-là rassurerait le chef d'entreprise et l'entrepreneur que vous êtes ? Xavier Bertrand, il a fait déjà un beau parcours de ministre. Il réussit bien dans sa région des Hauts-de-France. C'est un homme engagé. C'est un homme qui sait dialoguer. Il n'a pas eu de chance à la primaire des Républicains. Parce qu'il est plutôt du centre-droit ou de la droite républicaine. Il n'a pas eu de chance. En tout cas, les électeurs n'ont pas voulu de lui. Non, mais il n'a pas eu de chance parce qu'il est parti un petit peu en décalage et que c'est Valérie Pécresse qui est passée devant en faisant moins de 5% quand même, il ne faut pas l'oublier. Il faut revenir un petit peu. Donc, en revanche, dans sa région, il réussit bien. Il y a beaucoup d'investissements. C'est une voix qui peut porter, c'est une voix qui peut rassembler. Est-ce qu'il sera, mais moi je vois ça de l'extérieur, est-ce qu'il sera Macron compatible ou pas ? Est-ce qu'il pourra rassembler au-delà de sa droite libérale et de sa droite sociale ? C'est quelque chose sur lequel on se pose des questions. Georges Fenech. Il faut oublier, me semble-t-il, cette terminologie d'être macro-compatible. Nous sommes dans une autre configuration politique aujourd'hui. Le président de la République va se replier sur les attributions d'une constitution parlementaire, c'est-à-dire arbitre des institutions, chef des armées, en gros. Voilà. La politique, aujourd'hui, celui qui sera à Matignon n'aura pas de compte, me semble-t-il, à rendre politique sur la politique du gouvernement. Voyez-vous ? Et donc, ce que vient de dire, effectivement, M. Haddad sur Xavier Bertrand, il peut effectivement correspondre à une attente à la fois des sociodémocrates parce qu'il a cette fibre gaulliste sociale, il a été ministre de la Santé, il a été, voilà, et puis les sujets régaliens sur lesquels il est très clair. Il est un candidat possible pour Matignon, il n'est pas le seul, mais il est un des candidats possibles. Ce qui est problématique pour Xavier Bertrand, ce sont davantage ses relations avec Laurent Wauquiez, qui est à la tête du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale. Écoutez, il y a évidemment des questions d'hommes qui se sont posées à un certain moment. Vous vous souvenez au moment où Laurent Wauquiez avait pris la présidence des Républicains, c'est à ce moment-là, effectivement, que Xavier Bertrand est parti
vivre son aventure. Pour autant, l'eau a coulé sous les ponts, je dirais aujourd'hui, et il y a une urgence pour le pays. Je pense que quand on appartient à la même famille, même avec des sensibilités différentes entre Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez sur certains sujets, l'essentiel les rassemble. Et l'essentiel, c'est qu'on s'occupe de notre pays aujourd'hui et qu'il ne faut pas laisser, quand on est de cette famille-là, la place, notamment à LFI, quoi. C'est pas pensable. 18h36 sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve dans un très court instant pour la suite de Punchline. À tout de suite.